Bienvenue sur Sika TV et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Le nouveau numéro est parti. Les enquêtes sur le secteur minier ont livré leur rapport en Tanzanie. Une amende de 190 milliards de dollars est exigée. La volaille sud-africaine est à nouveau la bienvenue en Namibie. Le pays a revu sa restriction commerciale sur leur importation. Enfin, plus de 355 milliards de dollars ont été recueillis au premier semestre 2017 lors des emprunts obligataires. Les commissions d'enquête dépêchées en Tanzanie au niveau du secteur minier ont fini par livrer les conclusions de leur rapport. À la lecture des données recueillies, une série de sanctions est tombée, dont une forte amende. Plus de précisions dans ce reportage signé Joël Yetondi. En Tanzanie, les conclusions des commissions mises en place par le président John Magufuli pour enquêter sur le secteur minier du pays sont des plus accablantes. Selon les rapports des deux commissions, Acacia, la principale compagnie minière du pays, opère illégalement sans verser des tasses dans les caisses de l'État. Les sites miniers concernés sont ceux de Bulyanhulu et de Buzwazi sur des périodes comprises entre 2000 et 2017. Face au manque à gagner criard, le gouvernement exige réparation des préjudices causés. 190 milliards de dollars de tasses minières à verser. Mais la principale entreprise épinglée nie toutes ces accusations et conteste la sanction de 190 milliards de dollars de pénalités de tasses et d'intérêts réclamés par le gouvernement. Elle dit envisager toutes les options pour défendre ses droits et qu'elle fournira en temps voulu une nouvelle mise à jour. À la suite de la publication des rapports sur le secteur minier, le président Magufuli avait ordonné la révision des textes de loi régissant l'attribution des contrats d'exploitation et demandé à la justice d'interroger, voire poursuivre les ministres des Mines et de la Justice ayant signé au cours des dernières années ces contrats défavorables à l'État. Ce dossier, qui a fait couler assez d'encre et de salive, avait précédemment abouti à la suspension pour 2 ans un hebdomadaire ayant relayé des accusations liant 2 anciens présidents à des contrats miniers ayant valu au pays des pertes de plusieurs milliards d'euros. Le sous-sol tanzanien est riche en minerais. Outre l'or, le pays exporte également du cuivre, du nickel, de l'argent, des diamants et d'autres pierres précieuses comme la tanzanite. À l'horizon 2030, l'Éthiopie envisage d'utiliser 80% de la surface totale de ses terres favorables à la culture du coton, soit environ 3 millions d'hectares. Ceci dans l'optique d'augmenter la production du coton du pays pour mieux répondre aux besoins en matières premières de l'industrie manufacturière et profiter aussi des nombreuses opportunités offertes par la loi américaine sur la croissance et les perspectives économique de l'Afrique, en abrégé AGOA, une loi qui reste en vigueur jusqu'en septembre 2025 et qui permettra à l'Éthiopie de profiter d'une exonération de droits de douane sur ses exportations de vêtements vers les États-Unis. Et puis le gouvernement namibien a assoupli son interdiction sur les importations de volailles en provenance de l'Afrique du Sud, frappée, vous le savez, par l'épidémie de grippe aviaire, ce qui permettra l'entrée dans le pays de produits avicoles tels que les œufs de table, la viande d'autruche ou encore la volaille crue provenant de compartiments autorisés par le département sud-africain de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. De quoi soulager en somme les restaurateurs namibiens qui sont actuellement confrontés à des difficultés d'approvisionnement sur le marché local. En effet, la Namibie consomme 2500 tonnes de poulet par mois, alors que l'offre est comprise entre 1800 et 1900 tonnes. Développer le tourisme de luxe à impact réduit sur l'environnement, c'est l'optique prise par les autorités rwandaises. Pour y parvenir, le pays compte sur ses gorilles et aussi sur son safari. Déjà, les prix des permis de visite sont passés du simple au double, de quoi faire grincer les dents de certains touristes.
Situé aux confins du Rwanda, de la RDC et de l'Ouganda, le massif des Virunga est le dernier sanctuaire au monde des gorilles, dont le nombre a atteint aujourd'hui près de 900 individus grâce aux efforts de conservation consentis ces dernières années. Un sanctuaire qui attire nombre de touristes, mais dont le coût d'accès a été multiplié par 2 en mai 2017 pour répondre aux besoins des autorités rwandaises de diversifier leur offre tout en se concentrant sur le marché de niche du haut de gamme. Notre stratégie est donc de développer un marché touristique de luxe parce que notre tourisme repose principalement sur les ressources naturelles. Donc, lorsque vous venez voir les gorilles, cela vous coûte $1 500 et l'idée derrière est l'expérience exclusive. Et pour protéger les ressources naturelles, on ne peut donc pas accueillir tout le monde. Du côté des touristes, cette vision des autorités rwandaises est accueillie avec réserve. Ça va poser problème. Ça va être uniquement destiné à une élite qui peut payer ce prix. Si vous pensez au permis, vous devez aussi penser aux hôtels, aux billets d'avion, etc. Ça va commencer à représenter énormément d'argent pour venir au Rwanda pour voir les gorilles. Pour leur part, les hôteliers attendent de voir l'impact de la décision gouvernementale sur leurs activités. On attend peut-être qu'il y aura l'impact, mais aujourd'hui, pas de problème. Avec 400 millions de dollars de revenus en 2016, le tourisme représente la plus importante rentrée de devises pour le Rwanda. Le pays, qui mise désormais sur le haut de gamme, entend développer le tourisme culturel ainsi que le tourisme sportif, tout en travaillant à devenir une destination de choix pour les safaris. Le marché mondial affiche cette année des résultats remarquables en termes d'investissement. Au premier semestre 2017, les emprunts obligataires ont attiré mondialement plus de 355 milliards de dollars. Les données compilées par les gestionnaires d'actifs FTFM et Morningstar sont rassurantes. Les marchés obligataires primaires ont attiré plus de 355 milliards de dollars au premier semestre de cette année contre 375 milliards de dollars sur toute l'année 2016. Cette performance qui intervient malgré les procédures de normalisation de politique monétaire de la plupart des banques centrales témoigne de l'engouement des investisseurs pour des titres de créance à revenus fixes au niveau mondial. Fin mai, les entrées nettes sont déjà supérieures au montant mobilisé sur l'ensemble des années 2013 et 2015. Selon les experts, les investisseurs à long terme se sont tournés vers les obligations comme couverture d'inflation. Les taux directeurs qui sont restés faibles les ont également contraints à rechercher le rendement du marché obligataire. Mais les relèvements des taux directeurs de plusieurs banques centrales, États-Unis, Canada, même l'Égypte et l'Afrique du Sud du côté africain soulèvent déjà des inquiétudes quant au maintien de cette dynamique au second semestre 2017. Tout ceci ajouté à l'annonce de la Banque centrale européenne BCE selon laquelle la Banque européenne pourrait changer sa politique monétaire. Cette donnée devrait entraîner une chute des taux obligataires. La fin de la politique décennale d'assouplissement quantitatif mise en place pour relancer les économies à la suite de la crise de 2008 s'annonce également et les taux devraient se resserrer sur les perspectives du marché obligataire. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est tout de suite. Et nous parlons encore des 10 secteurs d'avenir sur le continent africain avec bien sûr Casimir Pédior, le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie paraissant à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir et bienvenue. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au gros potentiel du commerce de bétail. C'est bien ça Inès, il faut dire que le continent africain de tout temps et de tout lieu a été donc un centre commercial pour les grands pays comme l'Asie, comme l'Europe surtout et pour l'Amérique, vous en avez d'ailleurs parlé dans l'un des éléments de tout à l'heure où aujourd'hui il y a des pays qui sont en train de se positionner pour mieux capter donc le flux des importations, notamment au niveau des détails pour pouvoir davantage renflouer leur caisse, davantage apporter donc de la devise. Et il faut déjà dire que le continent africain, pour le compte donc des 5
10 prochaines années est en train donc de prendre un pas décisif dans le commerce du détail. Et aujourd'hui, il y a des pays stratégiques tels que l'Inde, tels que le Pakistan, qui sont en train de se positionner comme des grands détaillants sur le continent africain. Et comment est-ce que justement, Casimir Kouédia, on détermine le marché en détail? Alors, il faut déjà dire que c'est déjà parti donc du fournisseur. Le fournisseur aujourd'hui qui n'est rien d'autre que les pays asiatiques pour la plupart du temps. C'est ceux-là qui produisent par exemple des appareils électroménagers, des appareils de GSM et bien d'autres encore qui ont choisi donc des pays, des capitales, des villes donc africaines pour pouvoir poser déjà leurs marchandises. C'est par exemple des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, comme le Maroc et bien d'autres encore, où la première cargaison débarque donc dans ces pays-là. Et de là, il y a des villes satellites au niveau donc du continent qui reçoivent donc de façon beaucoup plus détaillée donc ces produits-là. Donc il y a une concurrence aujourd'hui entre donc l'Asie et l'Europe. L'Europe qui gagnait donc ce marché jadis et aujourd'hui qui a été concurrencée donc par ces pays asiatiques-là. Et il faut dire que les Asiatiques ont apporté de ça nouveau au niveau donc du commerce du détail en innovant à travers les technologies aujourd'hui de l'information, de la communication qui permet de réduire le coût de l'importation, mais aussi de réduire le poids donc des marchandises, ce qui permet donc à la douane d'être beaucoup plus flexible, de ne pouvoir pas payer beaucoup donc au cordon douanier pour que le produit final revienne moins cher donc aux consommateurs. Et donc c'est dans cette dynamique là aujourd'hui que le commerce en détail représente le 7e, si j'ose parler ainsi, point positif donc pour le développement, pour l'essor économique du continent. Mais Casimir Kouédia, quels sont exactement les pays qui s'illustrent bien dans ce domaine? On a en premier donc ressort le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui où le commerce de détail est bien développé grâce donc à des réformes, à des mesures prises par le gouvernement en place. Après le Rwanda, vous avez le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui qui, vous le savez déjà, il y a de cela quelques années encore, a mis en service son port donc de Lagos qui reçoit plein de cargaisons pouvant lui permettre de déverser donc des produits de l'Europe sur le continent. Et donc le Nigeria deuxième, il y a la Namibie qui revient en troisième position. Il faut dire en dehors de ces trois premiers là, il y a deux pays qui sont en train donc de vouloir prendre ces deux places là, c'est le Ghana et le Gabon qui sont en train donc de se positionner comme les meilleurs donc destination en termes de détail sur le continent. L'avantage ici, je l'ai dit tantôt, c'est que les fournisseurs, donc les détaillants venus donc de Pakistan, sont en train donc de comprendre la nécessité d'avoir des opportunités meilleures par rapport à des pays comme le Bénin où par exemple l'imposition pose de véritables problèmes, ou la douane pose de véritables problèmes, ou peut-être les tracasseries au niveau donc du port pose de véritables problèmes. Les gens ont décidé d'aller donc dans ce pays où quand même il y a une certaine condition favorable à ce commerce de détail. Merci beaucoup Casimir Kouédia pour toutes ces explications. Rendez-vous demain pour la suite de ce débat. Oui. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis.